Bonsoir, nous sommes le vendredi 9 mai, nouvelle édition du journal de la rédaction et comme chaque fin de semaine, nous reviendrons sur l'actualité depuis lundi. Mais tout d'abord un point sur l'information du jour et cette commémoration organisée en l'honneur de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 8 mai 1945, l'Allemagne capitule, les Alliés l'emportent et à Elancourt, la cérémonie de mémoire a été marquée par la présence d'aspirants militaires mais aussi du commandement du capitaine de frégate Arnaud Guerrier de Dumast. Présentez. Oh. Des élus, de jeunes élèves, des militaires aspirants ou à la retraite, présents pour cette 69e commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale à Elancourt, tous réunis pour exercer le traditionnel mais parfois contesté devoir de mémoire. Je me permettrai une réflexion là-dessus. Je trouve qu'on abandonne un peu trop l'histoire de la France. Vous trouvez ça? Oui. Pourquoi? Parce que j'estime que les Français doivent doivent savoir ce qui s'est passé avant eux et reconnaître l'évolution de leur pays et garder en mémoire tout ce qui s'est passé avant. Ça représente le combat pour la liberté contre l'oppresseur, pour être toujours libre et faire un peu ce qu'on veut. Sans la liberté, on ne peut plus faire grand-chose. Nous sommes très contents, effectivement, à chaque fois qu'il y a un public, et aujourd'hui le public était extrêmement nombreux, et vous avez raison de souligner qu'il y avait beaucoup d'enfants, et donc c'est très important pour nous aussi d'accomplir ce devoir de mémoire en présence de ces enfants, et en quelque sorte de passer le témoin. La Seconde Guerre mondiale, 60 millions de victimes, militaires ou civiles, les camps de concentration et le recours à l'arme atomique. Pour les enseignants, eux aussi présents lors de la commémoration, l'important est aussi de bien accompagner leurs élèves lors de la découverte de cette douloureuse page de notre histoire. J'ai bien aimé aussi le discours quand il parlait les centres de concentration, que c'était vraiment inhumain, comment ils les traitaient et tout. Moi, ça m'a un peu marqué. Il y a eu quelques images qu'on a pu regarder à l'école sur les tablettes justement par rapport à la Shoah et au reste. Et c'est vrai qu'il y a quelques images qu'il faut sélectionner parce que c'est assez violent. Courir n'est pas suffisant, mot d'ordre du Mud Day, cette compétition extrême qui voit s'affronter des milliers de participants au programme pour eux cette année, de la boue, de l'électricité, de l'eau ou encore de la glace. L'étape parisienne vient de débuter à Beynes, c'est jusqu'au 11 mai. Olivier Maniscalco. Sur 13 km et 22 obstacles, le menu du Mud Day est simple, de l'eau, de l'électricité, de la glace, mais surtout... De la boue, de la boue, de la boue. Ramper sur des dizaines de mètres, porter des sacs de 12 kilos, nager dans l'eau glacée, pas de doute, le Mud Day est le test extrême des limites physiques et mentales. Mais pour ce premier jour de compétition, un 23e obstacle s'est immiscé sur le camp militaire yvelinois. La météo, les participants ont dû jongler avec de violentes averses de pluie, rendant encore plus boueux le parcours qu'il ne le fallait pour survivre. Quoi qu'il arrive, les mudeurs doivent passer coûte que coûte les obstacles à la manière des commandos d'unités d'élite. Esprit d'équipe et survie deviennent alors indissociables. Il y a l'entraide aussi, parce que c'est une course qu'on ne peut pas faire si on ne s'entraide pas. Ouais, il y a eu l'entraide au sein de notre équipe et puis aussi avec les autres participants, des gens qui demandent s'ils peuvent aider, si tout va bien. Donc ça, c'est un côté très sympathique. Les participants sont plutôt très contents. Ils sont pas mal fatigués, surtout les derniers qui arrivent maintenant. Ils ont eu assez froid, mais c'est le jeu, on est là pour se faire mal, tout ça dans une bonne ambiance. Et au Mud Day, il n'y a pas de compétition, juste la satisfaction d'avoir réussi à le faire pour ces 22 000 participants jusqu'au 11 mai. Prochaine descente aux enfers programmée en Bretagne le 7 juin. Nous voterons pour nos députés européens le 25 mai, mais pour certaines communes, l'engagement européen dépasse le cadre politique. Montigny-le-Bretonneux vient par exemple de se voir décerner récemment une récompense internationale du Conseil de l'Europe, le drapeau européen. Anthony Reich. L'Europe à Montigny se concrétise surtout par des programmes d'échange à travers des rencontres sportives, humaines entre jeunes et familles d'accueil et échanges scolaires. Nous passons une semaine ici. Nous avons visité Versailles et Paris avec mon correspondant. Il s'appelle Sébastien. C'est très sympa.
Et pour organiser ces échanges, Montigny dispose de 150 familles d'accueil. Aidée par l'association Montigny International, la commune est jumelée avec 6 autres villes européennes. Avec Kiersp en Allemagne depuis 1988, la ville roumaine de Lunca, Denton en Angleterre, la commune irlandaise de Wicklow, San Fernando en Espagne et Marostica en Italie. L'Europe, c'est quelque chose d'abstrait et nous voulons faire le contraire. Nous, c'est l'Europe à notre niveau, qui est un niveau communal, qui peut paraître modeste, mais qui est fondamental. C'est de bâtir une Europe humaine, que les gens se connaissent, se découvrent, que les barrières tombent grâce aux échanges de toutes sortes. En mai 2013, la ville s'est vue remettre le drapeau d'honneur européen, récompense de son investissement en faveur de l'Europe des 27 de l'époque. En France, 3 villes sont honorées de cette distinction chaque année. Autre preuve de l'engagement européen inimontain, depuis 15 ans, Montigny fête la journée de l'Europe. Au mois de juin prochain, la ville doit recevoir plus de 100 jeunes Allemands, Irlandais et Italiens. Et le scrutin européen, il en est bien évidemment question sur l'antenne de TV Fil 78 à travers nos différentes éditions du journal, mais aussi à travers nos différents rendez-vous politiques. Et mardi dernier étaient présents en plateau les représentants de l'Alternative, de Force Vie, du Front de Gauche ou encore d'Europe Citoyenne. 4 listes parmi les 31 qui se présentent sur notre circonscription cette année. Morceau choisi de ce débat. Les élections européennes, depuis des années, c'est celle où il y a le plus d'abstention, massivement. Déjà, la dernière fois, on battait un record, la fois d'avant encore. Parce que l'Europe, c'est loin. Parce que l'Europe, ça semble loin. Et pourtant, ça impacte directement notre vie de tous les jours. Et pourtant, quand on discute avec les gens, on est des militants autour de la table, et on dit oui, mais c'est loin, de toute façon, c'est au-delà de nous, ça nous concerne pas, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une chose conjoncturelle. C'est qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus en la politique. Ils ne croient plus en la politique. Je pense notamment un électorat qui me concerne particulièrement ce soir, c'est l'électorat de gauche, qui a un sentiment de déception, voire de trahison quand on voit la politique du gouvernement depuis 2 ans maintenant, quasiment jour pour jour. Et donc il fait dire que la gauche, la droite, finalement, c'est pareil, ils n'ont pas de solution à nos problèmes. Et ça entraîne un rejet de la politique. À force de dire que l'abstention va être énorme, elle finira effectivement par l'être. Je crois qu'il faut arrêter ce cercle vicieux qui consiste à dire aux gens, de toute façon, c'est pas la peine de vous déplacer puisque personne ne va se déplacer, donc tout le monde va s'abstenir, donc faites comme les autres et abstenez-vous. Eh bien non, l'Europe, ça vous intéresse, vous n'êtes peut-être pas content de la manière dont ça se passe, eh bien dites-le. On ne peut pas continuer comme ça avec juste une Europe commerciale qui, aujourd'hui, finalement, ne s'est pas du tout occupée des individus. Il est temps qu'on redonne au peuple son appartenance européenne. Si la France arrive à revenir dans une vraie locomotive en soi, derrière, on pourra peut-être faire des choses. Aujourd'hui, nous avons des gros doutes par rapport à ça. Je pense que la politique qui est menée depuis quelques années n'est pas aussi dynamique que nous le voudrions. Et donc là, il serait temps peut-être de nous agiter un peu pour que nous soyons vraiment dans la locomotive. Ce n'est pas le cas. Les députés, c'est très important, que nous en avons 74 sur 764. Qu'il faut bien réfléchir quand on va voter sur qui on élit, parce qu'on n'élit pas un parti politique, on élit un monsieur ou une dame dont on attend qu'il soit un député utile et non pas un député absent ou un député porte-flingue de lobby. Voilà, et donc je crois que c'est très important de bien choisir le député le 25 que mai l'on pour cet choisit. unique tour, voilà, on reprécise, il n'y a exactement. qu'un tour pour aller voter. Et l'intégralité du débat est bien sûr à revoir sur notre site internet. Un second débat opposera cette fois-ci les listes PS, UMP, FN et Europe Écologie. Ce sera le 20 mai à partir de 18h30, toujours en direct. Sur le terrain, le Parti socialiste était au Muro mercredi soir, un meeting avec Guillaume Balas, conseiller régional, et Pervenche Berès, tête de liste IDF, députée européenne sortante. Elle siège depuis 1994. Elle reste méconnue dans notre pays. Elle se retrouve aujourd'hui dans la lumière après le départ d'Harlem Désir pour le gouvernement. Vous l'entendrez lundi dans notre journal. Et puis d'autres meetings sont aussi annoncés dans les prochains jours. Le 13 mai à 20h, c'est Pierre Larouturou qui sera l'invité de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines sur le site de Guyancourt pour défendre sa liste Nouvelle Donne. Le même jour, à la même heure, le FN et son candidat Aymeric Choprade recevra le soutien de Marion Maréchal, Le Pen, Auchenet, Salles, Maurice Cointe. Éducation, à présent, l'opposition au rythme scolaire qui continue à prendre de l'ampleur. Après la poussée de la droite au municipal, les communes n'hésitent plus à affronter directement le ministre Benoît Hamon sur cette question. Ils ne mettront pas en place la réforme au mois de septembre. Les précisions de Catherine Zulato.
Élue en mars, maire de Plaisir, Joséphine Colmas-Berger imprime sa marque de manière forte. Elle ne fera pas appliquer la réforme des rythmes scolaires en septembre prochain. Son argumentaire est d'abord financier. Cela coûterait 741 000 € par an à la commune, trop cher. Nous, ça nous demande 25 personnes supplémentaires sur la ville à plein temps. C'est pas possible. Hein. Quel choix prenons-nous? J'augmente les impôts? A priori, il n'en est pas question, puisque je crois que les gens en ont vraiment assez maintenant, des augmentations d'impôts. Je fais quoi? Je supprime des professeurs au conservatoire, j'enlève des berceaux dans les crèches. Franchement, là, ça me met un dilemme très important. Et pourtant, ce n'était pas faute d'avoir fait le travail. Pendant 1 an et demi, la concertation a été menée à Plaisir, des ateliers de travail ont été constitués et même une proposition a été présentée à l'inspection académique. La maire UMP se met donc hors la loi et regrette qu'une concertation plus large n'ait pas été menée avec les communes. Sur Plaisir, nous avons 29 écoles. Je pense qu'on sait de quoi on parle hein, au niveau de la gestion des écoles. Donc on aurait dû, je pense, au niveau national, prendre des villes de certaines strates et commencer à faire une espèce de brouillon pour voir comment ça allait se passer. Et ensuite, prendre des décisions. Aujourd'hui, je ne rentre pas dans une guerre contre, je dirais, le gouvernement ou contre cette loi comme ça, de façon primaire, parce que ce n'est pas du tout mon tempérament. Je suis très légaliste et je trouve ça très dommageable d'être obligée de dire que je ne pourrais pas. Je ne peux pas. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un point de non-retour. Ça veut dire simplement que pour la rentrée 2014, la ville de Plaisir n'appliquera pas les rythmes scolaires. Du côté des parents d'élèves, rencontrés ce lundi après-midi aux abords de l'école Fournier, un certain soulagement. Est-ce qu'elle peut ne pas l'appliquer, quoi? Je suis contente personnellement, parce que ça ne m'arrangeait pas du tout au niveau de mes horaires de travail et les horaires d'école. Donc pour moi, c'est une bonne décision. La coupure du milieu de semaine, elle est quand même pas négligeable. Hein. Sans lui emboîter le pas, d'autres communes à droite montrent des signes d'opposition à cette réforme. À Elancourt, un moratoire d'application a été demandé pour la rentrée 2014, même cas de figure à Maurepas. D'autres villes, à gauche, cette fois, sont favorables à la réforme. À Guyancourt, par exemple, le cadrage des rythmes scolaires a été validé en décembre. À Magny-les-Hameaux, la concertation se poursuit entre les services et les enseignants. La ville s'est déclarée favorable à la réforme. Les communes ont jusqu'au 6 juin pour déposer leur dossier. Et une autre commune manifeste son opposition. Bois d'Arcy, le maire Philippe Benassaya et son conseil municipal demandent un moratoire. Problème de financement, retour d'expérience négatif ou encore absence d'études d'impact sont évoqués. Lundi, vous entendrez sur cette antenne l'inspecteur d'académie, principalement autour de ce dossier. La semaine de commémoration de l'esclavage va se terminer dimanche à Saint-Quentin en Yvelines. Une semaine dédiée cette année à Nelson Mandela. Le porte-parole du collectif dans les Yvelines à l'origine de l'événement était lundi soir en plateau. L'histoire, on a besoin de s'en souvenir pour pouvoir définir et agir mieux, vivre ensemble, tout simplement. Vous comprenez que quelquefois on s'interroge sur le fait d'encore en parler, de le commémorer? Oui, même dans nos associations, les gens s'interrogent. Il y a des gens dans la demande d'association qui ne sont pas toujours, je dirais, qu'il faut convaincre aussi pour que c'est important. Donc oui, c'est normal que certaines personnes puissent s'interroger. L'essentiel, c'est qu'il y ait une action, que ce soit publique, que ce soit associatif, une action pour pouvoir rappeler et essayer de convaincre davantage de personnes de l'intérêt de l'histoire, de l'intérêt de se rappeler et de se souvenir de cette histoire. Autre invitée cette semaine, Catherine Péricard, la présidente de l'association Rire pour guérir, association qui permet à des humoristes confirmés de se produire devant des patients dans des cliniques ou encore des hôpitaux. Un gala sera proposé le 16 mai à Poissy afin de récolter des fonds. C'est facile justement d'amener le rire dans les hôpitaux. Vous nous dites qu'il y a beaucoup d'établissements, mais j'imagine que tous ne sont pas non plus prêts à vous accueillir. Voilà. Il y a des réticences parfois? Il y a parfois des réticences parce que les personnels des services ne comprennent pas. Alors il faut qu'on les persuade et qu'on les invite à venir voir, par exemple, des spectacles comme à Mignot. À l'hôpital Mignot, c'est l'hôpital de Versailles, donc c'est très important le travail qu'on y fait. Et eux nous ont cru et nous ont compris dès le départ, quoi. Est-ce que les artistes parfois sont aussi difficiles à convaincre parce que c'est particulier pour eux de se produire devant ce type d'audience? Oui, mais pour eux c'est une bonne gageure quand même parce que c'est quelque chose qu'ils ne font pas peut-être d'instinct comme ça. Ils préfèrent faire peut-être des plateaux classiques, quoi. Mais là c'est parce qu'ils sont généreux. Vous savez, les artistes sont très généreux et ils donnent beaucoup.
Nous refermons le journal pour aujourd'hui et pour cette semaine avec les images de la Padre Cup. À Beltoise, attrape une trentaine d'équipes composées uniquement de curés s'est affrontée sur la piste. C'est insolite, c'est déjà la 7e édition. Le reportage de Mathieu Bidan. Quant à moi, je vous retrouve lundi 18h en direct. Très bon week-end. Les moteurs chauffent, le public est en place. Le départ va bientôt être donné sur la piste mouillée du circuit de Beltoise à Trappes. Dans les stands, on s'impatiente avant cette course de karts un peu spéciale. Très confiant parce que j'ai choisi comme partenaire mon organiste. Alors si elle est aussi douée à l'orgue qu'au volant, ça va être parfait. Vous l'aurez peut-être compris, il ne s'agit pas d'une course comme les autres. Pour cette 7e édition de la Padre Cup, les prêtres enlèvent leur soutane et enfilent des casques. 30 équipes avec 2 paroissiens, ils sont venus de toute la France pour tenter de remporter la course. La première année, les organisateurs du circuit nous disaient « Mais attendez, vous êtes vraiment prêtre ?» On leur dit « Bah oui, on est prêtre, on n'est pas déguisés. » Et ils nous disent « Mais c'est incroyable, il faut revenir. » Alors on est revenu, on l'a fait savoir et petit à petit ça fait un peu effet boule de neige. Et nos paroissiens nous ont rejoints. Et cette année, ils sont avec nous et ils font la course avec nous. Les prêtres se sont affrontés pour la bonne cause puisque la Padre Cup permet de récolter de l'argent pour des associations. Chaque tour effectué remporte 1 euro pour une association caritative qui nous est chère. Ça peut être la Fondation d'Auteuil, le Secours catholique, tant d'œuvres qui se dévouent auprès des plus faibles. Au volant de leur petit bolide, ils ont même tendance à oublier la Bible. Vous connaissez la phrase de la Bible ? Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Ben non, aujourd'hui, les premiers sont premiers et les derniers seront derniers.